Alors depuis mes débuts dans le business, j'ai ouvert des comptes bancaires dans à peu près une vingtaine de pays avec des raisons diverses et variées. Parfois ça va être de la diversification, donc pour faire des investissements. Parfois ça va être dans le cadre de l'obtention d'un passeport ou d'un titre de résident. Ou parfois tout simplement c'est de la curiosité pour faire de la recherche et développement sur Osai TV. Et une question qui revient très souvent c'est: Julien, quel est le meilleur pays pour ouvrir un compte bancaire offshore? Ou bien Julien, quelle est ta banque préférée? Dans cette vidéo je vais tenter d'y répondre en vous partageant mon top 3 des pays où je stocke à peu près 80% de ma fortune. Et à chaque fois je vais vous dire pourquoi j'y stocke de l'argent, quels sont les avantages et les inconvénients, et surtout je vous donnerai des recommandations de banque avec quelques tips pour ouvrir votre compte bancaire. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous partager le premier pays, je me dois de vous faire un petit disclaimer en vous rappelant que le fait de détenir des comptes bancaires offshore, c'est-à-dire des comptes bancaires à l'étranger, hors de votre pays de résidence, eh bien c'est absolument légal. Ce qui est illégal par contre, c'est le fait d'avoir des comptes à l'étranger et de ne pas les déclarer dans son pays de résidence fiscale si ce dernier vous demande de le faire. Donc maintenant que cette petite mise au point a été faite, on va pouvoir passer au premier pays. Et le premier pays, pour moi, c'est un must pour tout entrepreneur. Même j'irai plus loin en disant que si je devais avoir un seul compte bancaire au monde, eh bien ça serait dans ce pays, et ce pays c'est les États-Unis. Alors pourquoi les États-Unis? Eh bien déjà parce qu'ils ont une très bonne réputation. En fait, ça va être très facile de bouger des fonds et des sommes importantes à travers le monde quand la provenance c'est les États-Unis. Et c'est pour ça que parfois ça va me servir de hub financier quand je vais vouloir envoyer de l'argent à un autre endroit. Si cet argent est sur un compte d'un pays qui va être de moins bonne réputation, ça va m'arriver souvent d'envoyer aux États-Unis pour ensuite faire mon transfert final. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable d'avoir une banque dans un pays qui a bonne réputation et où ça va être facile en fait de bouger de l'argent. Ensuite, le deuxième avantage, ça va être les garanties sur les dépôts qui sont extrêmement élevées. Et d'ailleurs, à ma connaissance, c'est les plus élevés au monde. Donc les banques sont assurées avec ce qu'on appelle le FDIC, où vous allez avoir une garantie sur vos dépôts jusqu'à 250 000 $. Donc c'est quelque chose d'assez agréable. Ensuite, le troisième avantage, ça va être l'accès au crédit sous différentes formes. Ça peut être des prêts personnels, des prêts sociétés, ou bien à travers des cartes de crédit. Et c'est là où vraiment les États-Unis brillent. Pour moi, il n'y a pas de meilleur pays au niveau des cartes bancaires que les États-Unis. Donc les cartes de crédit américaines, la spécificité, c'est que c'est celles qui vont vous donner le plus d'avantages, le plus de cashback sur vos dépenses. Donc il est assez facile aux États-Unis d'avoir entre 2 et 3,5% de cashback sur toutes vos dépenses. C'est-à-dire que quand vous dépensez 100 $ avec une carte de crédit américaine, eh bien vous récupérez entre 2 et 3,50 $. Alors comme ça paraît pas beaucoup, mais sur des centaines de milliers de dollars ou sur des millions, sur une vie, c'est beaucoup d'argent qui est laissé sur la table pour ceux qui utiliseraient des cartes de débit par exemple. Donc ça, c'est vraiment le gros plus des banques américaines, les cartes de crédit. Ensuite, vous avez également le fait que les États-Unis ne sont pas CRS, donc Common Reporting Standard, qui est en fait un procédé d'échange automatisé des informations entre les banques et les pays de résidence. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui cherchent plus de confidentialité. Et puis enfin, le dernier avantage, c'est le fait que les comptes bancaires aux États-Unis s'ouvrent vraiment très facilement si on compare avec beaucoup d'autres juridictions à travers le monde où il faudra montrer beaucoup plus patte blanche, on va dire. Là, ça reste très très facile. En 24-48 heures, vous aurez votre compte ouvert, même plusieurs si vous le désirez. Il suffit d'y aller avec votre passeport, un ITIN. Pour ceux qui sont intéressés, il y aura beaucoup plus d'informations dans la formation Offshore Mastery qui est juste en dessous en description. On vous montrera vraiment les étapes, comment obtenir l'ITIN, etc. Et en gros, en 24-48 heures, vous aurez votre compte, votre carte bancaire vous sera envoyée à votre domicile un peu plus tard. Et au niveau des dépôts, eh bien là aussi, les prérequis sont vraiment très bas. Si on compare également avec d'autres juridictions dans le monde, là, il y a certaines banques qui vont vous accepter même avec zéro de dépôt. Et parfois, il faudra mettre 1500 pour un compte perso, on va dire, et entre 3 et 5000 $ pour un compte société. Donc ça reste très très bas si on compare avec beaucoup d'autres pays à travers le monde. Donc maintenant qu'on a terminé avec les avantages, on va passer aux inconvénients, puisque tout n'est pas rose. Comme pour tous les pays que je vais vous mentionner dans cette vidéo, il y a des plus et des moins. Pour les États-Unis, il y a assez peu de moins, mais le plus gros point négatif que je trouve aux États-Unis, c'est que quand on ouvre un compte normal, retail, dans une banque qui a pignon sur rue, eh bien les rendements sont vraiment ridicules. Souvent, vous n'allez même pas avoir de rendement sur le cash que vous allez déposer en banque et assez peu d'options d'investissement tant que vous êtes au niveau retail. Après, quand vous passez en gestion de fortune, donc wealth management, vous allez pouvoir avoir accès à des bons produits d'investissement et du bon rendement, même sur votre cash uniquement en balance que vous ne mettez pas à travailler. Déjà, il vous rapportera 4,92. Mais par contre, quand vous avez un compte bancaire en retail, votre cash en balance, il est à 0%. Donc, il y a vraiment un intérêt à passer en wealth management. Le souci, c'est que le grand écart est très élevé aux États-Unis si on compare avec pas mal de juridictions dans le monde où va y avoir des niveaux intermédiaires et que vous allez avoir des meilleurs rendements à partir de quelques centaines de milliers de dollars. Là, aux États-Unis, vous n'avez pas de rendement jusqu'à 2,5 millions et à 2,5 millions $, vous allez pouvoir passer en wealth management. Donc chez Bank of America, par exemple, vous passez chez Merrill Lynch, c'est là où je suis personnellement. Et là, vous allez pouvoir avoir du rendement, des options d'investissement intéressantes, un service qui va être exceptionnel.
Voilà, donc ça va être le côté un peu négatif des États-Unis, c'est que pour parquer du cash, ça va pas être idéal. Ça va être très bien pour le déplacer, pour le faire tourner à travers le monde, ça va être très bien pour le dépenser à travers les cartes de crédit. Mais si vous avez une fortune ou des dépôts qui sont inférieurs à 2,5 millions, eh bien ça va pas être très intéressant en termes de rendement. Ensuite, le deuxième inconvénient que j'ai avec les États-Unis, c'est que le service client à distance, quand vous n'êtes pas sur place et que vous ne vous rendez pas dans une agence, par téléphone, je ne trouve pas exceptionnel. Après, c'est très bien contrebalancé par le fait que finalement, les États-Unis, les banques aux États-Unis, j'ai vraiment eu très rarement des problèmes. C'est-à-dire que ça fonctionne. Les transferts à l'international, on ne vous pose pas de questions, même pour des montants importants, à 6, 7 chiffres, ça passe, c'est fluide. Les cartes bancaires fonctionnent bien, ça n'est pas bloqué tous les 4 matins, comme ça peut être le cas avec d'autres cartes bancaires de d'autres pays. Donc, ça fonctionne. Donc, finalement, vous avez assez peu à contacter le support client, mais quand vous avez à le faire, je trouve que ça pêche un peu. Et le problème, c'est que même si vous avez plusieurs centaines ou 1 million, 2 millions sur votre compte, tant que vous n'êtes pas en wealth management, vous ne débloquez pas le niveau ultime de service client. Et c'est vraiment qu'à partir du moment où je suis passé en wealth management, donc chez Merrill Lynch pour Bank of America, que j'ai commencé à avoir un service vraiment gant blanc avec une ligne directe dédiée pour une personne. Et ce qui me chagrinait avant, c'est que ça m'arrivait souvent d'avoir plus d'1 million sur mon compte Bank of America et d'avoir personne à qui appeler. En fait, il fallait que je passe comme tout le monde sur une centrale d'appel où j'attendais 10 minutes, etc. Enfin, c'était vraiment pas confortable. Et c'est qu'à partir de 2,5 millions où vous commencez à avoir quelqu'un vraiment au téléphone, ligne directe, qui s'occupe de vous, qui répond tout le temps, que si vous avez besoin, il peut même venir dans votre pays. Donc moi, pour mon cas à Panama, il peut venir me visiter si j'ai besoin en particulier de le voir. Voilà, enfin le niveau de service, il est vraiment super haut. Par contre, une fois que vous passez en wealth management, vous allez avoir plein d'avantages autour. Par exemple, moi, j'adore le tennis. Et bien là, ils m'ont invité dans la suite à l'Open de Miami. Si vous avez besoin d'une carte de crédit et que vous êtes à l'autre bout du monde, on vous l'envoie. Donc la semaine prochaine, je suis à Bangkok. Il va m'envoyer une nouvelle carte de crédit. Enfin voilà, le service est devenu vraiment ultra qualitatif. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit un service assez distant, soit un excellent service. Et enfin, le dernier point négatif également pour les États-Unis, c'est que pour ouvrir un compte bancaire aux États-Unis, dans une banque qu'un pignon sur rue, eh bien, il faut se déplacer. Il n'y a plus vraiment d'options d'ouverture à distance. Il y a certains services qui existent sur des sites un peu dodgy en ligne. Je ne vous les recommande pas. Il y a eu beaucoup de mauvaises expériences dans le passé. Donc, il faut aller sur place pour ouvrir son compte. Ça fait partie du business. Parfois, on ne peut pas avoir tout comme on veut. Après, il y a quelques alternatives, notamment si vous avez une LLC aux États-Unis, il y a des comptes bancaires qui s'ouvrent en ligne à distance avec des fintech qui fonctionnent très bien, que j'utilise encore au quotidien d'ailleurs. Mercury par exemple qui est très bon, Airwallex. Donc ça c'est une possibilité pour vos LLC, vos sociétés américaines. Également à un niveau perso, si vous voulez avoir un compte aux États-Unis, vous pouvez également faire avec Interactive Broker puisque vous allez avoir en fait vos fonds qui vont être backés sur des banques américaines. Donc ça pourra faire une bonne option d'ouverture de compte bancaire entre guillemets à distance puisque c'est pas un vrai compte bancaire, c'est un courtier, mais ça vous permettra d'être backé par des banques américaines si c'est ce que vous vouliez. Et en plus de ça, vous allez avoir des super options en termes d'investissement. Et enfin, je vais clôturer ce premier point sur les États-Unis avec quelques recommandations de banque en fonction de votre profil et du montant que vous allez vouloir déposer. Donc, si vous voulez déposer en dessous de 2,5 millions, ce qui va être le cas de la grande majorité, ce qui était mon cas quand j'ai commencé et que j'ai ouvert mon premier compte aux États-Unis, eh bien, je pense que le meilleur combo, ça va être d'ouvrir une banque qui va avoir pignon sur rue comme Bank of America, Chase, Citi ou Wells Fargo. Après, il existe plein d'autres options un peu plus exotiques comme Desjardins, vous allez avoir Fifth Third, BMO, etc. Mais je vous les recommande pas. Pas que ça soit des mauvaises banques. Le problème, c'est que leurs cartes de crédit vont pas être aussi bonnes que les 4 premières que je vous ai citées. Là, vous allez avoir les meilleures cartes de crédit du monde. Chez Bank of America, vous allez avoir la Travel Reward qui va vous donner entre 1,5 et 2,62% de cashback sur toutes vos dépenses sans limite. C'est la carte que j'utilise au quotidien. C'est ma carte préférée. Ensuite, chez Chase, vous allez avoir la Sapphire Reserve qui sont des très bonnes cartes, mais qui vont être plus limitées en termes de postes de dépenses, on va dire. Là où vous allez pouvoir avoir le meilleur cashback, ça va être très limité en catégorie, alors que chez Bank of America, c'est sur toutes les catégories. Ensuite, vous allez avoir chez Citi la Citi Double Cash qui va vous donner 2% de cashback sur absolument toutes vos dépenses. Donc ça, c'est très bien. Et vous allez avoir également chez Wells Fargo la Cash Advantage qui va vous donner également 2%. Donc ça, pour moi, c'est vos meilleures options en termes de carte de crédit et en termes de banque pour avoir une banque qui a pignon sur rue. Et le combo idéal pour moi, c'est d'avoir une banque comme ça plus Interactive Broker pour pouvoir faire travailler l'argent. Donc ça, c'est quand vous avez un profil moins de 2,5 millions. Et si vous avez plus de 2,5 millions, dans ces cas-là, Chase, vous allez avoir JP Morgan, Wealth Management qui va être très bien et vous allez avoir chez Bank of America, Merrill Lynch qui va être excellent également et c'est là où je suis. Ensuite, le deuxième meilleur pays que je voudrais vous partager, ça va être Singapour. Pour moi, actuellement, c'est vraiment la Rolls-Royce en termes de banque. Après, je l'ai mis en deuxième position parce que ça vient en deuxième étape dans votre vie d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut mieux commencer par un compte aux États-Unis, commencer à accumuler de la fortune et une fois que vous avez un peu de cash, Singapour fait vraiment sens puisque c'est un des endroits les plus safe où parquer son argent.
C'est également un endroit qui a extrêmement bonne réputation. Vous allez également avoir une assurance sur vos dépôts qui va jusqu'à 100 000 Singapour dollars, ce qui fait à peu près 75 000 $ au moment où je fais cette vidéo. Donc certes, c'est inférieur aux assurances que vous allez avoir aux États-Unis par exemple, mais la réalité, c'est que les banques, ils sont extrêmement bien gérées, avec très peu de crédit, très peu de mauvaises dettes. Vous allez avoir vraiment un management qui va être beaucoup plus conservatif et donc des ratios de solvabilité, liquidité qui sont bien supérieurs à des banques donc aux États-Unis ou même la plupart des banques en Occident. Donc c'est vraiment très très intéressant de ce côté-là pour la solidité et il n'y a pas de quoi vraiment paniquer même si l'assurance est plus basse qu'aux États-Unis. Également, ce qui est intéressant avec Singapour, c'est que vous allez pouvoir cumuler solidité des banques et rendement, puisque vous allez avoir pas mal d'options d'investissement très intéressantes pour faire travailler votre cash. Également, vous allez avoir facilement la possibilité d'ouvrir des comptes en multidevises, ce qui n'est pas toujours le cas suivant les juridictions. Par exemple, aux États-Unis, pour avoir une balance autre qu'en USD, souvent il va falloir maintenir des balances minimum assez élevées, donc c'est pas très intéressant, surtout qu'il n'y a pas de rendement. Alors que là, vous allez pouvoir avoir des comptes multidevises sans vraiment qu'il y ait des montants minimums à respecter. Donc ça, c'est également quelque chose d'intéressant. Et puis enfin, le dernier avantage, ça va être la qualité de service qui est vraiment excellente à Singapour et forcément qui va évoluer, qui va s'améliorer en fonction du montant que vous allez déposer. Plus vous déposez, plus vous aurez un service personnalisé et sur mesure. Donc ça, c'est pour les avantages. Ensuite, pour les inconvénients, eh bien, le premier inconvénient, c'est que dans la majorité des cas, il faudra se déplacer. Après, suivant les montants que vous allez vouloir déposer et suivant le pays où vous êtes résident fiscal, il est possible que vous puissiez ouvrir votre compte à distance, mais on va dire que ça va être seulement 25% des cas. Donc c'est moins pire que les États-Unis, par exemple, où quasi dans 100% des cas, il faudra y aller. Là, il y a 25% de cas où vous pourrez faire votre ouverture à distance, mais ça sera pour certains profils vraiment particuliers. Donc ça, c'est à noter. Les ouvertures de compte peuvent être assez longues, surtout avec les banques locales, les Big Three, donc UOB, OCBC et DBS, où là, ça peut être entre 3 et 6 mois pour ouvrir le compte, donc c'est plutôt long. Après, si vous êtes sur des banques internationales, Citi, Standard, HSBC, etc., ça peut être 1-2 semaines. Donc ça peut être beaucoup plus rapide, mais il faut prendre ça en compte. C'est pas aussi rapide que dans beaucoup d'autres juridictions à travers le monde. Également, les montants minimums pour pouvoir ouvrir un compte sont importants à Singapour. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir l'option, comme aux États-Unis, d'ouvrir un compte retail. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous pointer dans une banque avec votre passeport et penser que vous pouvez ouvrir un compte avec 100 $. Ça n'existe pas. Quand vous êtes non résident à Singapour, eh bien, vous devez obligatoirement ouvrir un compte premium. Donc les comptes premium, ça va être entre 200 et 350 000 $ de dépôt minimum. Et si vous voulez ouvrir en private banking, puisque parfois il y a certaines banques qui prennent même pas les clients étrangers en premium, ils les prennent uniquement en private. Ça va être le cas par exemple pour UOB. Et bien dans ces cas-là, ça va être 3 millions de Singapour dollars, ce qui fait 2,5 millions à peu près pour pouvoir ouvrir un compte. Donc ça va être vraiment un inconvénient puisque les banques vraiment physiques à Singapour ne vont pas être ouvertes à tout le monde. Après, pour quelqu'un qui voudrait vraiment un compte à Singapour, eh bien vous pouvez vous tourner vers des fintech, donc notamment Airwallex qui a des comptes à Singapour, ou bien vers des courtiers. Vous avez Tiger Brokers par exemple, qui vont vous permettre d'ouvrir un compte courtier et qui va être backé par des banques singapouriennes. Donc ça peut être une solution, mais si vous vouliez vraiment un compte dans une banque physique, eh bien ça nécessitera des montants importants. Également, ce qu'il faut retenir, c'est que même si vous avez ces montants-là, ça ne garantit pas votre ouverture. Il faut comprendre que Singapour est vraiment picky sur les clients qui prennent, sur le business que vous allez faire, sur votre pays de résidence. Enfin, il y a tout un profil qui est fait de vous et qu'en fonction de ce profil, eh bien même si vous aviez les montants ou même si vous dépassez largement les montants, eh bien ça ne vous garantit pas l'ouverture de compte. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut être assez frustrant. Alors maintenant qu'on a terminé avec les inconvénients et les avantages, je vais passer aux recommandations de banque. Alors pour Singapour, il faut savoir que le meilleur choix en premier, c'est toujours de prendre une banque locale parce que ça va être les plus prestigieuses et également les plus solides puisqu'elles vont être backées par le fonds souverain singapourien. Donc le meilleur choix, ça va être les Big Three, donc UOB, DBS, OCBC. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que OCBC, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, ils acceptent très peu de dossiers en non résident. Ils vont préférer vraiment les high net worth individuals, donc avec au minimum 10 millions à déposer. En dessous de ça, ils ne regardent pas les dossiers vraiment et ils donnent à peine l'heure. Donc, ce n'est pas une très très bonne option. Ensuite, vous avez UOB qui va dépendre en fonction de votre pays de résidence fiscale. Dans mon cas, par exemple, avec Panama qui n'a pas très bonne réputation, eh bien, ils n'ouvrent pas de compte en premium. Il faut au minimum ouvrir un compte en private banking, c'est-à-dire 3 millions de Singapour dollars. Après, si vous êtes résident fiscal d'un pays qui a meilleure réputation, vous pourrez ouvrir un compte en premium, c'est autour des 350 000 $. Et puis enfin, vous avez DBS qui va être la plus ouverte actuellement aux non-résidents. Et là, vous allez pouvoir ouvrir un compte avec à peu près 250 000 $ au minimum. Donc ça va être vos 3 options si vous voulez un compte à Singapour dans une banque locale. Après, si vous n'arrivez pas à ouvrir un compte dans une banque locale ou bien si vous voulez un backup, une banque supplémentaire, vous pouvez également vous tourner vers les banques internationales où là, les conditions d'entrée vont être relativement similaires en termes de montant à déposer. Par contre, ils vont être beaucoup plus souples sur l'acceptation d'ouverture de compte. Donc là, vous allez retrouver toutes les grandes banques internationales comme Citi, Barclays, Standard,
HSBC, BNP, des banques asiatiques comme par exemple la Maybank, une banque malaisienne qui accepte également les non-résidents étrangers. Donc voilà, vous allez avoir pas mal de choix. Après, celle que je vais vous recommander en priorité parce que j'en suis très satisfait, c'est Citi. Donc en complément d'une banque singapourienne, Citibank, ça peut être également un bon move. Ils ont des très bons taux en termes d'investissement et un très bon service client. Et pour ceux qui voudraient vraiment un compte à Singapour mais qui n'ont pas encore les montants minimums pour ouvrir le compte, et bien dans ces cas-là, en attente, vous avez les fintech comme Airwallex qui vient dernièrement d'ajouter des comptes à Singapour. Donc en quelques clics, vous pouvez avoir votre compte à Singapour. Et vous avez également les courtiers comme Tiger Brokers, mais il y en a plein d'autres à Singapour. Et donc ça vous permettra, en attendant d'avoir les montants minimums, et bien d'avoir un compte à Singapour. Enfin, le troisième et meilleur pays que je voudrais mentionner dans cette vidéo, c'est le Panama. Alors ça fait sens parce que j'y vis et également parce que je suis en train d'obtenir le passeport panaméen et donc ça solidifie mes attaches avec le pays que d'avoir des comptes et également des investissements ici. Mais au-delà de ça, même si j'étais pas résident ici, ça serait une option qui serait quand même intéressante dans le sens où vous allez avoir une bonne diversification et des super rendements. Alors certes, c'est plus exotique que les deux premières options que j'ai mentionnées dans la vidéo, et là vous allez facilement pouvoir faire des comptes à terme, donc c'est-à-dire bloquer votre argent sur 1, 2, 3 ans et avoir des rendements qui frôlent avec les 6%, voire plus dans certaines banques au moment où je fais cette vidéo. Donc c'est plutôt pas mal pour une décision qui prend 2 minutes. Vous allez signer un papier, vous bloquez l'argent et vous avez 6% annuel qui tombe. Donc ça, c'est le premier point qui est intéressant. Également, vous allez avoir des cartes de crédit qui peuvent être intéressantes. Alors ça ne sera pas au niveau des États-Unis, mais si vous n'avez pas l'option d'aller aux États-Unis, Panama, ça pourrait être un deuxième très bon choix. Surtout la carte Connect Miles, qui est ma deuxième carte préférée. Si vous utilisez souvent la compagnie Copa ou les compagnies de l'alliance Star Alliance, dans ces cas-là, vous allez avoir vraiment des surclassements facilement. Vous allez avoir les billets d'avion qui vont être moins chers si vous les payez par la plateforme Connect Miles, etc. Donc vraiment pas mal d'avantages. Cette carte est vraiment excellente. Et puis également, ce qu'on peut noter pour le Panama, c'est que le dépôt d'ouverture minimum sont assez bas. Après, ce qu'il faut noter dans les inconvénients, c'est que quand vous ouvrez un compte pas premium, c'est-à-dire avec un dépôt de 1000 à 5000 $, on va dire, vous allez avoir un service qui est catastrophique. C'est vraiment très mauvais. Il y a un bon service, on va dire, à partir de 100 000 $, donc en étant en premium, en banque premium. Et là, dans ces cas-là, le service vraiment devient très très bon avec la banquière qui vient à la maison, etc. Enfin, en tout bien, tout honneur, hein. Elle vient juste pour signer des papiers. Et vraiment, vous allez avoir un service gant blanc et sur mesure. Mais ça va commencer qu'à partir de 100 000 $. En dessous de ça, le service est vraiment très mauvais. Pareil pour l'ouverture de compte. Si vous ouvrez un compte normal, ça va être chronophage. On va vous demander plein de papiers, etc. Ça va être plus compliqué que si vous ouvrez un compte en premium avec un dépôt minimum de 100 000. Là, dans ces cas-là, ça va être le tapis rouge et ça va être beaucoup plus facile d'ouvrir le compte. Donc ça, c'est également à prendre en compte. Ensuite, l'inconvénient suivant avec les banques au Panama, ça va être la garantie sur les dépôts. Ici, c'est seulement 10 000 $. Donc c'est vraiment très faible si on compare avec les autres options que j'ai citées précédemment. Globalement, les banques restent très bien gérées. Donc c'est pas un problème qui doit trop vous tracasser. Et les plus grosses fortunes de la planète, que ce soit les sultans, les rois, les princes, ont tous des comptes ici. Donc c'est que c'est suffisamment sécure, à condition bien sûr de rester sur les grosses banques et de pas aller sur les banques obscures qui sont un peu exotiques et où il y a une seule branche dans tout Panama. Il faut rester vraiment sur les très très grosses banques et dans ces cas-là, il n'y a pas de problème de sécurité. Mais le montant garanti, il est que de 10 000 $. Enfin, le dernier problème, ça va être la réputation à l'international. Donc à cause des Panama Papers, à cause de certaines règles où l'OCDE n'arrive pas à faire suffisamment pression pour que le Panama change et donc devienne un enfer communiste, eh bien le Panama résistant, eh bien forcément, ce n'est pas bien vu du grand public, on va dire, et de l'Occident. Et donc la réputation peut être un problème quand on veut déplacer ses fonds. Ça dépend dans quelle direction. Par exemple, Panama vers les États-Unis, aucun problème. Panama vers toute l'Amérique, en gros, aucun problème. Panama vers l'Asie, pas de problème. Panama vers l'Europe, problème. Donc ça, c'est à savoir et ça dépend en fait de la façon dont vous allez vouloir faire tourner votre argent, mais ça peut être un point négatif. Maintenant qu'on a terminé avec les points négatifs et les points positifs, je vais terminer avec des recommandations de banque. Donc ici à Panama, comme je vous l'ai dit, si vous voulez vraiment sécuriser votre argent et prendre le moins de risques possible, il faut rester avec les grosses banques locales. Vous allez avoir BAC, Banesco, Banismo et Banco General. Banco General, ça va être la plus populaire, ça va être la plus utile au quotidien pour faire les transferts, etc. parce qu'ils ont un système local qui s'appelle Yapi. Et du coup, tout le monde utilise ça. C'est un peu comme si vous aviez un PayPal, on va dire, ou Zelle aux États-Unis, qui permet d'envoyer facilement de l'argent sans avoir à rentrer trop de coordonnées, juste avec un numéro de téléphone. Donc ça peut être une bonne banque, mais c'est pas là où vous allez avoir les meilleurs taux en termes d'investissement. Si vous voulez les meilleurs taux en termes d'investissement, ça va être avec BAC et Banesco. Et Banismo va être intéressante parce que c'est une grosse banque à l'échelle Latine-Amérique. C'est une banque colombienne. Et donc, ça va être peut-être aussi une des banques les plus solides. Donc voilà, ça va être les 4 recommandations que je vais avoir pour vous si vous êtes intéressé par le fait d'ouvrir une banque à Panama. Voilà, c'est là-dessus que je vais terminer ce petit tour d'horizon de toutes mes banques favorites à travers le monde. J'espère que vous aurez apprécié la transparence. Si c'est le cas, n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. N'hésitez pas à me faire savoir également s'il y a d'autres juridictions que vous pensez être intéressantes. Bien sûr, j'en ai laissé plein de côté. Il n'y a pas que 3 endroits où je mets mon argent. Et là, on va dire que c'est vraiment les 3 endroits qui me semblent être les plus intéressants
intéressants dans ma situation, qui répondent le mieux à mes besoins. Et au final, en fait, c'est ça une meilleure banque. C'est la banque qui répond à vos besoins à un instant T. Et la dernière chose que je voulais vous dire avant de vous quitter, c'est que si vous voulez vous former à mes côtés, eh bien sachez que je propose des formations, donc Offshore Mastery, réorganiser vos vies et vos business à l'international dans le but de payer peu ou pas d'impôts totalement légalement, et dans laquelle justement on voit tout ce qui est compte bancaire, offshore, etc. Donc il y a ça, et de l'autre côté, vous avez également d'autres formations pour la création de revenus en ligne. Donc ça, je vous laisse regarder juste en dessous en description, vous aurez beaucoup plus d'informations, et on se retrouve soit dans l'espace membre d'une des formations, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.